La douleur ne te détruit pas, elle te révèle. Elle te montre qui tu es quand le monde décide de te frapper sans pitié. Les offenses, les humiliations, les trahisons, toutes tentent de te voler ta tranquillité, de te pousser à la haine, de te faire perdre le contrôle. Mais c'est là que se mesure ton véritable pouvoir, quand tu peux regarder l'ennemi dans les yeux et rester toi-même. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te venger. La vengeance la plus puissante est la maîtrise de soi. C'est montrer avec sérénité et fermeté que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te décomposer. Alors que les autres perdent la tête, tu choisis le silence. Alors qu'ils cherchent à te blesser, tu grandis. C'est ce que le stoïcisme enseigne, que le contrôle de l'esprit est la forme la plus haute de liberté. Transformer la douleur en force n'est pas quelque chose de poétique, c'est une décision quotidienne. Cela signifie ne pas tomber dans le jeu de l'autre, ne pas répondre avec la même rage, ne pas devenir ce qui t'a fait mal. Cela signifie transformer le coup en entraînement, la blessure en sagesse et le passé en carburant. Parce qu'à la fin, ceux qui t'ont sous-estimé deviennent les architectes involontaires de ta force. Ce chemin ne cherche pas à adoucir la vie, il cherche à t'apprendre à la résister. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser, de transformer chaque attaque en élan, chaque offense en apprentissage et chaque défaite en raison de te relever plus fort. Parce que le véritable triomphe n'est pas de vaincre les autres, mais de vaincre l'ancien toi, qui veut encore réagir, se venger ou abandonner. C'est là que commence ton évolution. 1. Transforme l'ennemi en ton maître. On dit que le feu ne détruit pas seulement, il révèle aussi la vérité de ce qu'il touche. Quand quelque chose est solide, le feu ne le consume pas, il le purifie. C'est ainsi que fonctionne la douleur que les ennemis provoquent. Ils n'arrivent pas pour te ruiner, ils arrivent pour tester de quoi tu es fait. Chaque trahison, chaque moquerie, chaque offense est une étincelle qui essaie d'allumer ta colère. Mais si tu apprends à utiliser ce feu comme énergie et non comme arme, tu découvriras que l'ennemi n'a jamais été ta ruine, mais ton entraînement. Transformer l'ennemi en ton maître est un acte d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de l'admirer ni de justifier ce qu'il a fait, il s'agit de comprendre ce que sa présence est venue t'enseigner. Peut-être que ce conflit t'a révélé tes limites, t'a obligé à construire plus de patience ou t'a appris que tout ne mérite pas ta réaction. L'ennemi ne t'enseigne pas avec des mots, il t'enseigne avec des coups. Et ces coups, bien qu'ils fassent mal, te réveillent. Ils te montrent tes points faibles, te poussent à mûrir, à renforcer ton esprit et à durcir ton caractère. Marc Aurèle le comprenait avec une clarté absolue. Il disait que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais comment nous l'interprétons. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de regarder l'ennemi comme une menace et tu le vois comme un miroir. En lui se reflètent tes émotions les plus primitives, la colère, l'orgueil, le désir de vengeance. Et au lieu de fuir ces émotions, tu apprends à les maîtriser. Parce que si tu ne réussis pas à te contrôler face à l'ennemi, tu n'as rien gagné, même si tu le bats 1000 fois. Le véritable stoïcien transforme chaque attaque en une leçon. Si quelqu'un t'offense, il te montre l'importance de la tempérance. Si quelqu'un t'humilie, il t'apprend à renforcer ta dignité sans avoir besoin de la démontrer. Si quelqu'un te trahit, il te force à faire plus confiance à ton propre jugement. Ainsi, chaque rencontre avec un ennemi devient une leçon pratique sur la vertu. La douleur cesse d'être une punition et devient un outil de croissance. Pense-y. Combien de fois quelqu'un a voulu te voir tomber et grâce à cela tu t'es relevé plus fort? Combien de fois on t'a sous-estimé et cela t'a obligé à mieux te préparer? Les ennemis sont les architectes involontaires de ta force. Sans eux, tu serais peut-être encore au même endroit, sans l'urgence d'évoluer. La douleur qu'ils ont essayé de semer est devenue la graine de ta transformation. L'erreur est de nourrir le ressentiment. Quand tu le fais, l'ennemi te domine sans même te toucher. Il gagne 2 fois, une fois en te blessant et une autre en te gardant pris au piège dans la rancune. Mais si tu apprends à l'observer avec froideur, sans haine,
tu te libères. Tu laisses son attaque être son fardeau, pas le tien. Parce que la véritable supériorité n'est pas de lui faire du mal, mais de montrer qu'il ne peut pas te sortir de ton centre. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux décider comment répondre. Et dans cette réponse se trouve ta liberté. Celui qui réussit à maîtriser son esprit face au chaos remporte la bataille la plus importante de toutes. L'ennemi, sans le savoir, devient ton maître, parce qu'il t'entraîne dans l'art de l'autocontrôle, de la patience et de la dignité. Alors ne maudis pas celui qui t'a blessé. Remercie-le en silence, non pas pour sa cruauté, mais pour t'avoir montré ce que tu devais encore renforcer. Le feu qu'il a allumé en toi ne t'a pas consumé, il t'a trempé, il t'a rendu plus ferme, plus conscient, plus sage. Parce qu'au final, les ennemis ne forment pas ta chute, ils forment ton caractère. Et celui qui apprend cela cesse d'avoir des ennemis, il n'a que des maîtres déguisés. 2. Change ton interprétation, pas ton adversaire. Le monde ne bouge pas en fonction de ce qui t'arrive, mais en fonction de la façon dont tu choisis de l'interpréter. 2 personnes peuvent vivre le même coup, mais l'une s'enfonce et l'autre s'élève. Ce n'est pas la douleur qui fait la différence, c'est l'interprétation que tu en fais. Imagine que tu es devant un miroir déformant. Si tu crois que l'image est réelle, tu finis par haïr le reflet. Mais si tu comprends que la distorsion n'est pas en toi, mais dans le miroir, tu reprends le contrôle. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu interprètes la douleur sans conscience. Tu finis par te battre avec des fantômes. La plupart des conflits ne naissent pas de ce qui se passe, mais de ce que nous pensons de ce qui se passe. Quand quelqu'un t'offense, ton esprit crée une histoire. Il m'a humilié, il m'a manqué de respect, il a voulu me détruire. Mais si tu changes l'interprétation, le pouvoir de l'agresseur s'évapore. Peut-être ne t'a-t-il pas humilié, il a montré son propre vide. Peut-être ne t'a-t-il pas manqué de respect, il a simplement révélé son manque d'éducation émotionnelle. Changer l'interprétation n'est pas justifier, c'est libérer. Épictète l'a expliqué avec une clarté brutale. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Et c'est là que réside la véritable liberté. Si tu décides d'interpréter les offenses comme des épreuves, les échecs comme des enseignements et les rejets comme des redirections, tu deviens intouchable. L'extérieur perd son pouvoir sur toi. Quand tu maîtrises cette perspective, tu découvres que presque personne ne peut te blesser, parce que rien ne peut pénétrer un esprit qui a appris à traduire la douleur en croissance. L'interprétation est le filtre entre le chaos et le calme. Si ton filtre est sale d'orgueil ou de blessures passées, tu verras tout comme une attaque. Mais si tu le nettoies avec conscience, tu comprendras que souvent, ce n'était pas personnel, c'était juste humain. Les gens agissent à partir de leur propre douleur, de leur manque de contrôle ou de leur ego blessé. Quand tu arrêtes de le prendre comme quelque chose dirigé contre toi, tu te libères du cycle du ressentiment. Tu commences à regarder avec distance, sans t'impliquer émotionnellement à chaque provocation. Changer l'interprétation signifie aussi assumer la responsabilité. C'est accepter que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux choisir de ne pas être victime de cela. Quand quelque chose t'affecte, demande-toi: quelle part de moi a permis que cela me perturbe autant? Cette question, bien qu'elle fasse mal, ouvre la porte à la croissance. Parce que tant que tu blâmes l'autre, tu restes son prisonnier. Mais quand tu changes ton regard, tu deviens ton propre libérateur. Le calme n'arrive pas quand le monde devient juste, il arrive quand tu apprends à voir clairement. Tu peux passer ta vie à essayer de changer les autres, à attendre des excuses qui n'arrivent jamais, ou tu peux décider de changer la façon dont tu vois le jeu. Si tu comprends que l'adversaire n'est pas le problème, mais l'interprétation que tu en fais, rien ne te domine. Tu arrêtes d'être réactif et tu commences à agir avec stratégie. Tu arrêtes de répondre avec colère et tu commences à répondre avec un but. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les émotions, il cherche à les discipliner. Changer l'interprétation ne signifie pas nier la douleur, cela signifie la transformer en sagesse.
Cela signifie regarder une trahison et dire « merci de m'avoir montré qui je ne suis pas » ou regarder une offense et penser « tu m'as montré jusqu'où va mon contrôle ». C'est ça le pouvoir. Pas le pouvoir de dominer les autres, mais de dominer ton esprit, qui est le seul territoire qui t'appartient vraiment. Quand tu changes ton interprétation, tu ne changes pas seulement ce que tu ressens, tu changes qui tu es. Tu passes d'être une victime du monde à être un architecte de ta propre paix. Et pendant que les autres restent coincés à réagir, tu marches avec calme. Parce que tu as déjà compris que ce qui est important n'est pas ce qu'on te fait, mais ce que tu fais avec ça. 3. Ne tombe pas dans son piège. Il y a des gens qui ne cherchent pas le dialogue, ils cherchent une réaction. Ils sont comme des pièges émotionnels déguisés en conversation. Ils attendent que tu perdes ton calme, que tu répondes avec colère, que tu te mettes à leur niveau pour pouvoir te montrer du doigt et dire « Vois, tu n'es pas différent ». Et c'est là que ta force se définit. Non pas en gagnant la discussion, mais en ne rentrant pas sur le champ de bataille qu'ils ont eux-mêmes préparé. Car celui qui parvient à garder son sang-froid face à la provocation a déjà gagné avant de commencer. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, ce qu'il fait vraiment, c'est t'inviter à jouer à son jeu. Un jeu qu'il maîtrise, car il se nourrit du chaos. Mais si tu ne participes pas, si tu ne tombes pas dans son piège, tu le laisses sans stratégie. Le silence et le calme désarment plus que n'importe quel argument. Parfois, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il suffit d'observer comment l'autre se consume en essayant de te provoquer pendant que tu restes ferme, maître de toi-même. C'est la véritable victoire. Faire que l'ennemi s'épuise en essayant de briser un esprit qui ne se laisse pas toucher. Ne tombe pas dans son piège signifie ne pas te rabaisser à l'énergie du conflit. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, ni de tout expliquer, ni de te défendre devant celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Lorsque tu réponds impulsivement, tu perds du pouvoir. Mais lorsque tu choisis ton moment, tes mots et ton ton, tu projettes une autorité que l'autre ne peut égaler. Le calme est la forme la plus sophistiquée de supériorité. Car dans un monde où tout le monde réagit, celui qui contrôle sa réponse domine le jeu. Marc Aurèle l'expliquait avec une lucidité inébranlable. La meilleure défense contre l'insulte est l'indifférence. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que ton énergie est trop précieuse pour être dépensée à prouver quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas la valeur du respect. Chaque provocation est un test pour mesurer ton autocontrôle. Et plus ils essaient de te pousser à réagir, plus tu as d'opportunités de renforcer ton tempérament. Chaque fois que tu choisis de ne pas tomber, tu deviens plus fort. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui ont besoin du conflit pour se sentir pertinents. Des gens qui se sentent puissants seulement lorsqu'ils réussissent à te perturber. Mais tu n'es pas obligé de leur donner ce pouvoir. En fait, la façon la plus intelligente de les battre est de leur refuser ce qu'ils recherchent le plus, ton attention. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de victoire pour eux. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu apprends à ne pas tomber dans leur piège, tu comprends que le contrôle n'est pas dans le bruit, mais dans le silence. Que le respect de soi se démontre sans mots, avec des gestes fermes, des limites claires et une présence qui ne se plie pas. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer le respect, il suffit de rester calme pendant que l'autre perd le contrôle. La sérénité déconcerte plus que la colère. Le stoïcien n'évite pas les conflits par peur, il les évite par intelligence. Il sait qu'entrer sur le terrain de l'autre, c'est céder l'initiative. C'est pourquoi il ne discute pas avec celui qui ne cherche pas à comprendre. Il ne se défend pas devant celui qui veut seulement provoquer. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Son pouvoir réside dans le choix de ses batailles et de son silence. Il laisse les autres s'emmêler dans leurs propres émotions pendant qu'il conserve sa clarté. Alors, quand quelqu'un te provoque, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton autocontrôle est ton argument. Ton silence est ton cri, ton calme est ta victoire. Ne tombe pas dans son piège, car il n'y a pas de plus grand signe de force que de rester sur ton propre terrain.
Et quand tu y parviens, tu n'auras pas seulement gagné une discussion, tu auras gagné la maîtrise de toi-même, qui est la bataille la plus importante de toutes. 4. Fais de ton évolution la seule réponse. Le temps met chacun à sa place, mais ton évolution les laisse sans voix. Il n'y a pas d'argument plus puissant que le changement silencieux de celui qui a été sous-estimé. La meilleure réponse n'est pas un discours, c'est ton progrès. Quand le monde s'attend à ce que tu te brises et te vois avancer, sans te plaindre, sans te rabaisser, sans t'arrêter, il est désarmé. Parce qu'il n'y a pas de vengeance plus élégante que de continuer à grandir pendant que les autres continuent à parler. La plupart répondent à la douleur par la colère, au mépris par l'orgueil, à l'humiliation par la vengeance. Mais celui qui comprend vraiment le pouvoir de l'autocontrôle transforme tout cela en énergie. Chaque offense devient du carburant, chaque échec, une leçon, chaque perte, une motivation silencieuse. L'évolution ne se crie pas, elle se démontre. Tu n'as pas besoin de prouver à personne que tu as changé, il suffit de continuer à marcher pendant qu'ils restent à regarder. Quand tu apprends à faire de ton évolution la seule réponse, tu te libères du désir d'approbation. Tu ne te soucies plus de convaincre personne, ni de prouver ta valeur, ni de clarifier ce que les autres déforment. Tu commences à comprendre que la croissance ne cherche pas des témoins, elle cherche des résultats. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire parce que ton énergie n'est plus pour des discussions sans but, et que la chose la plus sage que tu peux faire pour toi-même est d'investir ton temps à devenir une meilleure version de toi-même, pas à le prouver. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas réagir au bruit, mais à la raison. Sénèque disait que rien ne montre plus de force que de rester ferme sans avoir besoin de crier. C'est l'essence de l'évolution stoïcienne, répondre par des actes, pas par des mots. Quand l'ego te dit « prouve-leur », l'âme mature répond « ce n'est pas nécessaire ». Les gens peuvent te nier tes paroles, mais ils ne peuvent pas nier tes résultats. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque offense a été une invitation à grandir. Certains ont choisi de rester coincés dans la blessure, tu as choisi de guérir. Et cette différence change tout, parce que celui qui évolue devient inaccessible. Il ne peut plus être manipulé par les mêmes provocations, il n'a plus besoin de valider sa valeur, il ne cherche plus de revanche. L'évolution te rend immunisé contre le petit. Ce qui t'affectait avant te semble maintenant sans importance. Ce qui te faisait mal avant t'enseigne maintenant. C'est ça la vraie croissance. Tu n'as pas besoin de te venger de personne. Laisse ta discipline parler pour toi. Laisse tes réalisations être ta réponse. Parce que pendant que tu construis, ils continuent à observer du même point. Et quand cela arrive, le silence devient le témoignage le plus fort. Tu n'es plus la personne qui a été blessée, tu es la personne qui a appris. Chaque pas que tu fais sans regarder en arrière est une façon de dire « cela ne m'a pas arrêté ». Transformer la douleur en évolution ne signifie pas nier la blessure, cela signifie l'utiliser. C'est accepter que le passé ne s'efface pas, mais peut rediriger ta force. C'est regarder ce qui a fait mal et dire « cela m'a changé, mais cela m'a changé pour le mieux ». La maturité arrive quand tu comprends que la victoire la plus profonde ne se célèbre pas en public, elle se ressent dans l'âme. C'est la paix que tu ressens quand tu sais que tu n'as plus besoin de te battre. Alors ne cherche pas à ce que les autres reconnaissent ton changement. Ils verront le résultat quand leur critique ne t'affecte plus, quand leur silence ne te fait plus mal, quand leur mépris ne te limite plus. Ton évolution n'a pas besoin d'applaudissements, juste de constance. Parce que celui qui continue à grandir sans rancune, sans bruit et sans s'arrêter, finit par conquérir le terrain le plus précieux de tous, son propre esprit. Et c'est la victoire que personne ne peut te prendre. 5. Pardonne mais établis des limites fermes. Pardonner n'est pas toujours un acte de bonté envers l'autre, c'est souvent un acte d'intelligence envers soi-même. C'est comme nettoyer une blessure avant qu'elle ne s'infecte, non pas parce que la coupure ne fait pas mal, mais parce que tu sais que la laisser ouverte ne fera que te faire du mal. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il coupe le lien invisible qui te maintient attaché à cette douleur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le problème est que beaucoup de personnes confondent pardonner avec permettre, et c'est là qu'elles perdent leur pouvoir.
Pardonner ne signifie pas donner des secondes chances illimitées. Cela signifie comprendre, apprendre et ensuite prendre de la distance. Il ne s'agit pas de te réconcilier avec celui qui t'a blessé, mais de te réconcilier avec ce que tu ressens. Le pardon stoïcien ne cherche pas la rédemption, il cherche la libération. C'est regarder ce qui s'est passé avec calme, sans haine, sans rancune, et décider consciemment de ne pas laisser cela te dominer. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, l'autre continue d'occuper de l'espace en toi, continue de perturber ta paix, continue de gagner sans même être présent. Établir des limites, en revanche, c'est l'autre côté de la médaille. C'est la façon la plus pratique de dire « j'ai appris la leçon ». Les limites ne s'imposent pas avec des cris, mais avec cohérence. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à expliquer pourquoi tu t'éloignes ou pourquoi tu ne réponds plus de la même manière. Les limites se remarquent, elles ne s'annoncent pas. On les ressent lorsque tu n'es plus disponible pour ce que tu tolérais auparavant. Pardonner sans limite, c'est comme laisser la porte ouverte au voleur après l'avoir découvert. Il ne suffit pas de lâcher la rancune. Il faut protéger la tranquillité d'esprit qui a été si difficile à retrouver. Le véritable pardon ne vient pas de l'oubli, il vient de la compréhension. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite, tu pardonnes parce que tu mérites de te reposer. Tu le fais parce que tu comprends que la haine t'épuise, que la vengeance t'enchaîne, que t'accrocher à la douleur ne fait que retarder ton évolution. Mais avec ce pardon doit venir la fermeté de ne pas te remettre dans la même position. Le pardon sans limite n'est pas une vertu, c'est de l'auto-abandon. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de te venger de tes ennemis est de ne pas leur ressembler. Et cela inclut la façon dont tu gères tes émotions. Tu n'as pas besoin de punir quelqu'un pour guérir, il suffit de ne pas répéter le cycle. Parfois, la meilleure réponse est le silence et la distance. Lorsque tu cesses de réagir, lorsque tu cesses de participer au drame, lorsque tu refuses de faire partie du même jeu, tu récupères le pouvoir que tu avais perdu. Établir des limites fermes ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie avoir une clarté sur ce que tu mérites. C'est apprendre à dire non sans culpabilité, assez sans peur et je m'en vais sans haine. C'est le résultat de t'être connu, d'avoir compris ta valeur et d'avoir appris que celui qui te respecte vraiment ne t'oblige pas à franchir tes propres limites. La limite n'éloigne pas les autres, elle filtre qui doit vraiment rester. Le pardon et les limites sont les deux faces de la liberté émotionnelle. L'un te nettoie du passé, l'autre te protège de l'avenir. Sans pardon, tu vis en portant ce qui n'existe plus. Sans limite, tu répètes ce qui t'a déjà détruit. La sagesse est de les équilibrer, lâcher sans ressentiment et t'éloigner sans culpabilité. Pardonner n'est pas ouvrir les bras, c'est fermer le cycle. Et établir des limites n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Lorsque tu maîtriseras cet équilibre, rien ni personne ne pourra te manipuler avec la culpabilité, ni te blesser avec le passé. Tu marcheras léger, avec la conscience tranquille, sachant que tu ne hais personne, mais que tu ne te trahis pas non plus. C'est le point exact où commence la véritable paix intérieure, celle qui ne dépend plus de ce que font les autres, mais de ce que tu permets. 6. Ne ressemble pas à ton ennemi. La douleur a un piège silencieux. Si tu ne la gères pas, elle te transforme en ce qui t'a blessé. Quand tu laisses la colère te guider, tu commences à parler, agir et réagir comme celui qui t'a fait du mal. Tu te justifies en pensant que tu ne fais que te défendre, mais sans t'en rendre compte, tu te transformes en son reflet. Et il n'y a pas de défaite plus triste que celle-ci, celle de perdre ton essence en essayant de gagner une bataille qui n'en vaut plus la peine. Ne pas ressembler à ton ennemi est l'un des actes les plus difficiles de maturité émotionnelle. Il nécessite une maîtrise de soi, du calme et une profonde clarté de qui tu es. Il ne s'agit pas de prétendre que ce qui s'est passé ne te fait pas mal, mais de refuser de répondre avec le même poison. Si l'autre ment, tu choisis la vérité. Si l'autre manipule, tu choisis la transparence. Si l'autre cherche la guerre, tu choisis le silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Car celui qui te contrôle émotionnellement te domine.
Mais celui qui ne parvient pas à te sortir de ton centre te respecte, même s'il ne l'admet pas. Le stoïcien ne se définit pas par l'ennemi, il se définit par son caractère. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont pleines de haine, tu finiras par être peint de la même teinte que ceux qui t'ont blessé. C'est pourquoi chaque fois que tu es blessé, au lieu de penser « je le ferai payer », pense « je ne permettrai pas que cela change ce que je suis ». Cette décision change tout, car elle protège ton essence, ta paix et ton humanité. Beaucoup confondent le calme avec la reddition, mais en réalité, c'est le plus grand acte de force. Contrôler ta réaction quand tu as des raisons d'exploser est la preuve la plus claire de pouvoir intérieur. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation, ni de prouver quoi que ce soit à celui qui ne comprend pas la valeur du respect. Parfois, ne pas réagir est la forme de réponse la plus puissante. Le silence de celui qui maîtrise son esprit vaut plus que 1000 mots de celui qui a perdu le contrôle. Ne pas ressembler à ton ennemi signifie ne pas permettre que son obscurité te contamine. Ne laisse pas sa haine te faire douter de tout le monde, ni son mensonge te rendre froid. Ne permets pas que ce qu'ils t'ont fait te fasse perdre foi en toi-même. Chaque blessure peut te rendre plus sage ou plus dur, et ce choix ne dépend que de toi. Choisis d'apprendre, pas de durcir. Choisis de grandir, pas de te venger. Parce que si l'autre a réussi à te faire répondre comme lui, alors il a gagné, même si tu le nies. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la tempérance, pas dans la revanche. Sénèque disait que l'homme fort est celui qui maîtrise ses passions, pas celui qui leur obéit. Chaque provocation que tu affrontes est une occasion de montrer que ton contrôle vaut plus que le besoin de te défouler. N'imite pas ce que tu méprises. Ne copie pas la façon dont les autres traitent la douleur. Ton calme doit être ton bouclier, ta conduite ton message et ta cohérence ta vengeance. Apprendre à ne pas ressembler à ton ennemi, c'est apprendre à vivre avec intégrité. Cela signifie faire ce qui est juste même si personne ne le voit, garder ta dignité même si personne ne la reconnaît. Cela signifie comprendre que la plus grande victoire n'est pas de faire tomber l'autre, mais d'éviter de tomber à son niveau. Parce que la rancœur te lie au passé, et la vengeance te maintient prisonnier de ce que tu as juré de surmonter. Quand quelqu'un te blesse, considère-le comme un avertissement, pas comme un exemple. Il t'a montré le chemin à ne pas suivre, la forme que tu ne veux pas adopter, l'énergie que tu ne veux pas projeter. Chaque attaque peut être une leçon si tu as l'esprit clair. Ne te rabaisse pas, ne deviens pas ce qui t'a blessé. Reste fidèle à ton essence, même quand ça fait mal. C'est la vraie victoire, celle qui ne se célèbre pas avec du bruit, mais avec la paix de savoir que tu ne t'es pas corrompu. 7. Utilise le silence comme ton arme la plus puissante. Le silence est comme une épée invisible. Il ne fait pas de bruit, mais il coupe avec précision. Alors que beaucoup s'épuisent à essayer de se défendre, de s'expliquer ou de répondre, celui qui maîtrise le silence devient imprévisible, inaccessible et difficile à perturber. Non pas parce qu'il n'a pas de mots, mais parce qu'il sait que tous ne méritent pas d'être prononcés. Le silence n'est pas une absence de voix, c'est une présence de pouvoir. C'est la forme la plus raffinée de montrer que tu n'as plus besoin de convaincre personne, ni de gagner chaque bataille. Dans un monde qui réagit avant de penser, se taire est un acte de rébellion. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il attend ta réponse, ton explosion, ta défense. Mais si tu gardes le silence, tu le désarmes. Tu lui enlèves sa source d'énergie, sa scène et son contrôle. Rien ne déconcerte plus un provocateur que l'indifférence de celui qui ne tombe pas dans son jeu. Parce que le silence n'est pas soumission, c'est domination. C'est la décision consciente de ne pas prêter ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Marc Aurèle disait que quand quelqu'un t'offense, rappelle-toi qu'il n'exprime que sa nature, pas la tienne. Cette phrase renferme le pouvoir du silence. Se taire ne signifie pas accepter l'injustice. Cela signifie refuser d'entrer dans l'arène du bruit où tout le monde perd. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à répondre à chaque attaque, ni à clarifier chaque mensonge, ni à prouver ta valeur avec des mots.
Celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de le crier. Sa présence parle d'elle-même. Le silence a une force que les gens sous-estiment. Il oblige l'autre à affronter son propre bruit. Il fait que l'agresseur s'écoute lui-même, que le menteur se prenne dans ses propres mots, que l'arrogant révèle son vide. Et pendant ce temps, tu restes serein, observateur. Cette distance émotionnelle ne protège pas seulement ta tranquillité. Elle te permet aussi d'agir avec stratégie. Parce que quand tu ne réagis pas, tu choisis le moment, le ton et la manière dont tu répondras, si tu décides de le faire. Utiliser le silence comme une arme signifie aussi te connaître. Cela signifie savoir quand parler et quand ne pas le faire, quand expliquer et quand éloigner. Tout le monde ne mérite pas une réponse, et tout conflit n'a pas besoin d'être résolu à voix haute. Le silence bien utilisé n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle à son plus haut niveau. Le sage ne se précipite pas pour parler, parce qu'il comprend que chaque mot a du poids, et celui qui parle sans réfléchir finit par être prisonnier de son propre élan. Les stoïciens voyaient dans le silence une vertu, une preuve de maîtrise de soi. Sénèque affirmait que celui qui peut se taire au milieu de l'offense démontre que son esprit n'est pas esclave des émotions. Le silence ne protège pas seulement, il éduque aussi. Il enseigne aux autres qu'avec toi, on ne joue pas avec des mots vides, que ta paix n'est pas à vendre, que ton énergie a de la valeur. C'est une façon d'imposer le respect sans élever la voix. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Parfois, c'est le rugissement le plus fort qui existe. C'est le calme qui précède la décision correcte, la distance qui évite une guerre inutile, le reflet de quelqu'un qui a appris que tout ne mérite pas une réponse. Le silence te sépare du chaos et te rapproche de la clarté. C'est l'espace où tu peux voir les choses telles qu'elles sont, pas comme la colère les peint. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, tu envoies un message plus puissant que n'importe quel mot, qu'ils ne peuvent pas te toucher. Que ton esprit n'est plus disponible pour le drame, ni ton âme pour le bruit. C'est le véritable pouvoir du silence, devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de réagir pour démontrer sa force. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise son monde, et celui qui maîtrise son monde n'a plus peur du bruit des autres. 8. Ne supplie pas pour l'amour, l'attention ou le respect. Le respect ne se demande pas, il se projette. L'amour ne se mendie pas, il s'inspire. L'attention ne se réclame pas, elle s'attire. Suppliquer pour l'une de ces trois choses est comme essayer d'allumer une bougie en soufflant dessus avec désespoir. Plus tu essaies, plus tu l'éteins rapidement. La dignité meurt lentement chaque fois que tu implores d'être vu, compris ou valorisé par quelqu'un qui ne t'offre que des miettes. Apprendre à te retirer calmement lorsque tu n'es pas apprécié est l'une des leçons les plus dures, mais aussi l'une des plus libératrices que la vie peut t'offrir. Personne qui te valorise vraiment ne te fera supplier pour sa présence. Celui qui veut rester, reste. Celui qui respecte, le démontre sans mots. Et celui qui aime vraiment ne te fait pas sentir que tu dois gagner son affection. Suppliquer pour l'amour est une façon de dire au monde que tu ne te sens pas suffisant. Et le stoïcien sait que la véritable sécurité naît de l'intérieur, pas de la reconnaissance externe. Lorsque tu dépends de l'approbation des autres, tu deviens l'esclave émotionnel de celui qui la contrôle. Et aucune âme libre ne négocie sa valeur. Celui qui supplie pour l'amour finit par accepter moins que ce qu'il mérite. Celui qui implore l'attention se contente de l'indifférence. Et celui qui exige le respect à grands cris montre qu'il ne l'a pas. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de te traiter bien, tu as juste besoin de te traiter toi-même avec la dignité que tu attends des autres. Parce que la façon dont tu te comportes enseigne aux autres comment ils doivent se comporter avec toi. Si tu montres du calme quand on t'ignore et de la distance quand on te manque de respect, tu envoies un message silencieux. Je n'ai pas besoin de ta validation pour rester debout. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne détermine pas ta valeur. Marc Aurèle rappelait que l'homme ne perd sa dignité que s'il la donne lui-même. C'est pourquoi, quand quelqu'un te fait te sentir invisible ou te méprise, n'essaie pas de gagner son attention.
Ne supplie pas pour l'amour, ne mendie pas le respect. Retire-toi simplement. Le silence de celui qui s'éloigne avec sérénité vaut plus que 1000 discours de celui qui supplie pour être entendu. Parce que le retrait digne est une déclaration de pouvoir. Parfois, l'âme a besoin de passer par l'humiliation pour connaître sa véritable valeur. Tu te rends compte que l'amour qui est supplié ne satisfait jamais, l'attention qui est exigée ne comble jamais, et le respect qui est imposé ne dure jamais. Ce qui est authentique ne se mendie pas, il se partage. Ce qui est réel ne se poursuit pas, il se trouve. Quand tu comprends cela, tu arrêtes d'insister sur des portes fermées et tu commences à construire tes propres fenêtres. Tu deviens sélectif, non par orgueil, mais par paix. Ne pas supplier ne signifie pas devenir froid, cela signifie comprendre ta valeur. C'est savoir quand rester et quand partir sans drame. C'est comprendre que celui qui te fait te sentir petit ne mérite pas une place aussi grande dans ton esprit. La personne qui a vraiment du pouvoir sur elle-même ne cherche pas à convaincre quiconque de rester, parce qu'elle comprend que tout ce qui est forcé perd son essence. Ce qui est authentique coule, ce qui ne l'est pas tombe de son propre poids. Le respect, l'amour et l'attention ne se mendient pas, parce qu'ils ne s'achètent pas avec des sacrifices émotionnels. Ils s'attirent avec cohérence, force, authenticité. Et quand quelqu'un ne peut pas te donner cela, ta distance devient la réponse la plus percutante. Ton silence en dit plus que n'importe quelle supplication. Ton calme impose plus de respect que n'importe quelle réclamation. Ton absence enseigne plus que tes mots. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand quelqu'un s'éloigne de toi, ce n'est pas un mystère spirituel ni une punition du destin. C'est un appel à l'attention. C'est la vie qui te dit, sans détour, que tu dois arrêter de regarder vers l'extérieur et commencer à te regarder en face. Parce que le silence de l'autre ne détruit pas ton monde. Il révèle l'état réel du tien. Il y a un moment où tu te rends compte d'une chose inconfortable. Ce qui fait le plus mal n'est pas que cette personne ne soit plus là, mais que tu dépendais trop de sa présence. C'est la vérité crue, celle que personne ne veut admettre. Et c'est là, dans ce coup silencieux, que commence le travail stoïcien. Pas dans le drame, pas dans la plainte, pas dans la question « pourquoi ?». Il commence par assumer « c'est arrivé, qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant ?» L'éloignement, aussi froid soit-il, te montre où tu as placé ta valeur. Et si l'absence de quelqu'un te brise, c'est parce que sans t'en rendre compte, tu as donné ta paix comme si c'était un cadeau que n'importe qui pouvait prendre et jeter quand il le voulait. Cela se termine aujourd'hui. Nous n'allons pas romantiser la douleur. Ici, il ne s'agit pas de récupérer quelqu'un, ni de décrypter les intentions d'autrui. Ici, il s'agit de récupérer ton pouvoir. Il s'agit d'apprendre à regarder le silence sans trembler, à te soutenir quand personne d'autre ne te soutient, à cesser de dépendre de la présence de quelqu'un pour maintenir ton identité. Le stoïcisme n'apparaît pas pour te dire « ne ressens pas ». Il apparaît pour t'apprendre à cesser de réagir comme si ta valeur dépendait de l'attention des autres. Il apparaît pour que tu comprennes que, bien que l'abandon te fasse mal, tu n'es pas obligé de t'abandonner toi-même. Cette vidéo est pour transformer ce coup émotionnel en discipline mentale, pour transformer le vide en clarté, pour que tu arrêtes de supplier des explications et que tu commences à construire de la force. Parce que le silence qui te dérange aujourd'hui sera demain l'espace où ton caractère renaîtra. Si tu es ici, c'est parce que tu as déjà compris que t'accrocher te détruit plus que lâcher prise. Alors respire, lève la tête et fais attention. À partir de ce point, tu n'apprendras pas à récupérer quelqu'un, tu apprendras à te récupérer toi-même. Fais une pause avant de réagir.
Parfois, le cœur ressemble à une pièce remplie d'essence, et le moindre silence inattendu tombe comme une étincelle. Une seule étincelle, un message sans réponse, un changement d'attitude, un retrait soudain. Et tout de suite, tout en toi veut brûler. L'impulsion apparaît presque automatique, presque viscérale, presque désespérée. Mais c'est là que commence ta véritable différence. Non pas en réagissant, mais en arrêtant l'incendie avant qu'il ne commence. La pause est l'extincteur que peu de gens savent utiliser, mais qui sépare celui qui se maîtrise de celui qui se détruit. Le premier coup émotionnel que tu reçois quand quelqu'un t'ignore n'est pas le silence, c'est ton interprétation du silence. Ton esprit commence à sauter comme un animal acculé, inventant des possibilités douloureuses, créant des histoires qui n'ont même pas été confirmées, exagérant chaque détail. Et sans t'en rendre compte, ta réaction ne naît pas de la réalité, mais de ce que ton esprit imagine pour te punir. C'est pourquoi la pause est le premier acte d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie, c'est de l'autocontrôle. C'est le moment exact où tu te dis « Je ne vais pas bouger jusqu'à comprendre ce que je ressens et pourquoi je le ressens ». Chaque réaction impulsive te met en position de faiblesse. Lui écrire désespérément, demander ce que tu as fait, te justifier sans qu'on te le demande. Ce sont des mouvements qui ne naissent pas de l'amour, mais de la peur. Et tout ce qui naît de la peur te lie, te rend dépendant, te fait te perdre toi-même en essayant de ne pas perdre quelqu'un d'autre. La pause brise ce cycle. La pause te ramène à ton centre. La pause te rappelle qu'avant de répondre à quelqu'un d'autre, tu as besoin de te répondre à toi-même. Un stoïcien ne réagit pas impulsivement parce qu'il sait que ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas son calme. Ce qui le définit, c'est sa capacité à observer sans se laisser submerger. C'est pourquoi, lorsque tu ressens cette impulsion de courir après quelqu'un, de réclamer, de demander de l'attention, arrête-toi. Respire profondément. Non pas parce que tu veux paraître fort, mais parce que tu as besoin de l'être vraiment. Une réaction émotionnelle est une confession de vulnérabilité envers la mauvaise personne. Quelqu'un qui s'éloigne n'est pas quelqu'un qui mérite de voir tes failles les plus profondes. La pause te permet d'analyser ce qui t'arrive avec plus de clarté. Ressens-tu de la colère, de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité, de l'orgueil blessé? Chaque émotion a une origine et une intention, mais nous ne pouvons les comprendre que lorsque nous cessons de réagir comme si nous étions en guerre. La pause transforme le bruit interne en information utile. Elle te permet de te poser des questions inconfortables, mais nécessaires comme « Est-ce que je réagis à cette personne ou est-ce que je réagis à mes propres vides ?» Même d'un point de vue pratique, la pause joue toujours en ta faveur. Lorsque tu ne réagis pas, tu récupères ton pouvoir parce que tu ne donnes pas ton énergie à la situation. Tu ne te rabaisses pas, tu ne t'exposes pas, tu ne te précipites pas. Et dans cet espace de silence personnel, tu commences à te rappeler quelque chose de fondamental. Ta valeur ne dépend de la présence de personne. Ta stabilité n'a pas à trembler à cause des décisions des autres. La pause est un rappel que tu peux t'arrêter même si le monde ne le fait pas. Avec le temps, tu apprendras que le calme n'est pas de la lâcheté, c'est de la précision, c'est savoir quand agir et surtout quand ne pas le faire. C'est maintenir ta dignité même lorsque tes émotions te poussent dans la direction opposée. Parce que maîtriser ta réaction, c'est maîtriser ton monde intérieur. Et c'est la première leçon pour faire face à l'éloignement sans te briser. Avant de te déplacer vers l'extérieur, tu dois apprendre à t'arrêter à l'intérieur. 2. Utilise le silence comme une force. Le silence ressemble à un terrain vide au milieu d'une ville bruyante. Tout le monde veut l'éviter parce qu'il pense qu'il n'y a rien là, mais ceux qui osent marcher sur cet espace découvrent quelque chose que le bruit n'offre jamais, le pouvoir. Un type de pouvoir qui ne se crie pas, ne se vante pas et ne s'explique pas. Un pouvoir qui se soutient seul. Et même si cela fait mal de l'admettre, quand quelqu'un s'éloigne de toi, ce silence qu'il laisse peut devenir ton terrain d'entraînement le plus important.
La plupart des gens interprètent le silence comme un abandon, une attaque, un signe que quelque chose ne va pas avec toi. Ton esprit commence à inventer des histoires. Sûrement, je ne lui importe plus. J'ai fait quelque chose. Il me remplace. Mais le silence de l'autre ne parle pas de ta valeur. Il parle de la sienne. Ce qui révèle vraiment ta valeur, c'est la façon dont tu réponds. Si ta réaction est de courir après, de chercher de l'attention ou de combler le vide avec désespoir, tu donnes du pouvoir. Si tu utilises ce silence pour te renforcer, tu récupères tout. Utiliser le silence comme une force ne signifie pas feindre l'indifférence. Il ne s'agit pas de jouer à être indifférent, ni de prétendre que tu t'en fiches. Il s'agit de ne pas réagir à partir de la blessure. Il s'agit d'observer sans sombrer. Il s'agit de comprendre que tout ce qui fait mal ne doit pas être résolu immédiatement et que toute absence n'exige pas une réponse émotionnelle. La force naît lorsque tu peux supporter le silence sans t'effondrer à l'intérieur. Le silence révèle aussi des vérités que le bruit cache. Quand l'autre personne n'est plus là, quand elle n'écrit pas, quand elle n'appelle pas, quand elle disparaît, tu vois soudainement avec clarté ta dépendance, tes attentes, tes peurs et tes blessures. C'est inconfortable, mais c'est réel. Et le réel est toujours une opportunité. Parce que si tu arrives à affronter ce que ce silence te montre, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Dans le stoïcisme, le silence est un outil. C'est l'espace où tu écoutes tes pensées sans distorsions externes. C'est l'endroit où tu vois ta part de l'histoire avec une brutalité honnête. C'est le moment de te demander, est-ce que je réagis à l'autre personne ou à mes propres manques? Personne ne veut se poser cette question, mais celui qui le fait grandit. Celui qui l'évite se répète. Celui qui ose regarder sa vérité cesse de mendier des explications. Transformer le silence en force, c'est apprendre à être avec toi-même sans t'effondrer. C'est découvrir que ta compagnie n'est pas une punition mais une base. C'est te rendre compte que si tu peux te soutenir dans le vide émotionnel, tu peux te soutenir n'importe où. Et quand quelqu'un revient, s'il revient, il ne retrouvera pas une version fragile de toi, mais une version plus consciente et plus solide. Le silence te protège aussi. Il t'empêche de dire des choses que tu regretteras plus tard. Il t'éloigne des décisions impulsives. Il te permet d'analyser la situation avec un esprit clair. Et le plus important, il te donne le temps de voir qui tu es quand tu ne cherches pas de validation externe. Ce moment, cet espace, ce vide qui fait mal maintenant, peut être demain le point exact où tu as retrouvé ton identité. En utilisant le silence comme une force, tu envoies un message sans dire un mot. Je ne suis pas désespéré. Je ne dépends pas de ta présence pour être en paix. Je ne vais pas me soumettre à la fragilité émotionnelle juste parce que tu as décidé de te taire. Ce message n'est pas crié. Il vibre, il se perçoit. C'est une attitude interne qui transforme la façon dont les autres te traitent et surtout, la façon dont tu te traites toi-même. Le silence n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est l'impulsion nécessaire pour te réveiller. Et quand tu apprends à l'utiliser comme une force, tu découvres que tu n'as pas besoin de poursuivre quoi que ce soit pour retrouver ton pouvoir. 3. Observe tes émotions. Il y a des moments où le cœur se comporte comme une rivière après une tempête. L'eau déborde, coule avec force, emporte des branches, de la terre, tout ce qu'elle trouve sur son passage. Il en va de même en toi quand quelqu'un s'éloigne. Une tempête émotionnelle envahit ton esprit et ton corps, et tu as l'impression que rien n'est à sa place. Mais on ne contrôle pas une rivière en la bloquant avec les mains. On la contrôle en comprenant son cours, en observant son comportement, en la laissant couler jusqu'à ce qu'elle retrouve sa forme naturelle. Tu dois faire de même avec tes émotions. Tu ne peux pas les réprimer, les ignorer ou lutter contre elles. Tu dois les observer attentivement, sans te laisser emporter par elles. Quand quelqu'un s'éloigne, ta première réaction est émotionnelle, pas rationnelle. Ce n'est pas ta logique qui parle, c'est ta peur. Ce n'est pas ton calme qui agit, c'est ta blessure. Et si tu n'observes pas ces émotions clairement, tu deviens leur esclave. Tu commences à créer des histoires dans ta tête. Il ne doit plus se soucier de moi.
Il a dû trouver quelqu'un d'autre. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Mais aucune de ces histoires n'est un fait, ce ne sont que des interprétations nées d'un esprit perturbé. C'est pourquoi observer tes émotions est l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. C'est t'asseoir face à ton propre chaos et dire « je vais te comprendre » avant de réagir. Dans le stoïcisme, observer les émotions ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas se laisser contrôler par elles. C'est te permettre de ressentir la tristesse sans la transformer en désespoir. C'est accepter l'inconfort sans le transformer en autodépréciation. C'est reconnaître la douleur sans en faire ton identité. Parce que le problème n'est jamais de ressentir. Le problème est de laisser une émotion momentanée décider pour toi. Un esprit qui n'observe pas ses émotions réagit impulsivement. Un esprit qui les observe se renforce en les traversant. Quand tu prends le temps de regarder ce que tu ressens, tu commences à découvrir des choses qui étaient cachées sous la réaction initiale. Parfois, ce qui fait mal n'est pas l'absence de l'autre, mais ce que l'absence éveille en toi. Insécurité, dépendance, attente irréaliste, peur d'être seul, besoin de validation, blessures anciennes que tu n'as jamais soignées. Rien de tout cela n'a à voir avec l'autre personne, mais son silence agit comme un miroir qui te force à voir ce que tu évitais. Et même si cela peut te déranger, affronter ce reflet est le début de ta transformation. Observer tes émotions t'aide aussi à distinguer ce qui est une réaction du moment de ce qui est une vérité profonde. Souvent, tu ne manques pas la personne, tu manques ce que tu pensais que cette personne représentait pour toi. Ce n'est pas son silence qui te fait mal, c'est ton interprétation de ce silence. Ce n'est pas sa distance qui t'affecte, c'est la signification que tu as donnée à cette distance. Mais rien de tout cela ne peut être vu clairement si tu réagis immédiatement. Tu ne le vois que lorsque tu prends le temps de regarder en toi, sans filtre. L'observation émotionnelle est un acte de courage, car elle implique de faire face à des sentiments que tu préférerais ignorer. Elle implique de te poser des questions inconfortables comme « Quelle partie de moi s'active quand on m'ignore? Est-ce que je cherche la personne ou est-ce que j'évite mon propre vide? Est-ce que c'est l'éloignement qui me fait mal ou est-ce que c'est la perte d'une illusion ?» Chaque question ouvre une porte vers ta connaissance de soi. Chaque réponse te libère un peu plus de la dépendance émotionnelle qui te lie. Quand tu apprends à observer tes émotions sans réagir, tu reprends le contrôle sur toi-même. Tu cesses d'être prisonnier de chaque pensée qui traverse ton esprit. 4. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Parfois, la vie ressemble à tenir du sable entre les mains. Plus tu serres les doigts, plus il s'échappe rapidement. C'est l'erreur que beaucoup commettent quand quelqu'un s'éloigne. Essayer de retenir ce qui n'est plus là. Forcer ce qui a perdu son chemin, s'accrocher à quelque chose qui, aussi douloureux que cela puisse être à accepter, ne t'appartient plus. Et plus tu exerces de pression, plus tu te fais mal. Le sable ne reste pas par force, il reste quand la main apprend à se détendre. Il en va de même pour les personnes. Il en va de même pour les situations que tu ne contrôles pas. La souffrance la plus profonde ne vient pas du silence, ni du rejet, ni de l'indifférence. Elle vient de la résistance interne, de cette lutte inutile dans laquelle tu essaies de changer ce qui est hors de tes mains. Tu veux des réponses, tu veux de la clarté, tu veux que l'autre personne recommence à agir comme avant, tu veux que tout soit comme tu penses que ça devrait être. Mais la réalité ne s'adapte pas à tes désirs, et le stoïcisme te frappe avec cette vérité. Tu ne contrôles rien en dehors de toi. Rien. Tu contrôles ton esprit, ton interprétation, ta réaction et ton comportement. Le reste ne te répond pas. Le reste ne t'obéit pas. Le reste suit son propre chemin. Quand tu restes accroché à l'incontrôlable, tu deviens prisonnier de tes propres attentes. Tu t'épuises en attendant des messages qui n'arrivent pas, des explications qui n'existent pas, des comportements qui ne dépendent pas de toi. Et dans ce processus, tu te perds. Tu te déconnectes de ta force. Tu deviens quelqu'un qui vit en fonction de ce que l'autre décide de faire, comme si ta vie était en suspens jusqu'à ce que cette personne réagisse.
Mais tu n'es pas né pour vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour te consumer émotionnellement en essayant de raviver ce qui est déjà mort. Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est reprendre le pouvoir. C'est accepter la réalité sans la maquiller. C'est te dire à toi-même, cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas me détruire en essayant de le changer. Le stoïcisme ne te demande pas de te résigner, il te demande de la lucidité. Il te demande de différencier ce que tu peux transformer de ce que tu peux seulement observer. Quand tu comprends cette ligne, ton énergie revient à toi, ta dignité revient à toi, ta paix revient à toi. Lâcher prise est un acte de maturité émotionnelle parce qu'il implique de cesser de se battre contre des fantômes que tu ne vas jamais vaincre. Et même si cela peut sembler dur, souvent la vie te retire ce dont tu n'as pas besoin pour te rendre à qui tu as vraiment besoin, toi. L'absence de l'autre peut faire mal, mais elle ouvre aussi un espace pour ta clarté. Quand tu n'as plus de contrôle sur la situation extérieure, la seule option réelle est de renforcer ton monde intérieur. Tu peux continuer à être obsédé par ce que tu ne peux pas bouger, ou tu peux bouger la seule chose qui est sous ton contrôle, ta façon de penser. Chaque pensée que tu choisis est une brique qui construit ta liberté ou ta prison. Lâcher prise est aussi un exercice d'humilité. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu ne vois pas tout, que tu ne peux pas forcer la volonté des autres. C'est reconnaître que le monde ne tourne pas selon tes émotions. Et même si au début l'acceptation fait mal, comme une blessure ouverte, elle devient ensuite un soulagement. Parce que quand tu acceptes, tu arrêtes de te battre. Et quand tu arrêtes de te battre, tu respires, tu te reposes, tu deviens plus léger, tu deviens plus conscient et tu commences à marcher avec une tranquillité qui ne dépend de personne. En lâchant prise, tu découvres que le silence ne te tue pas. Tu découvres que l'indifférence des autres ne définit pas ta valeur. Tu découvres que la distance ne te brise pas. Tout cela ne t'affecte que lorsque tu essaies de le contrôler. Quand tu le lâches, il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Lâcher prise ne signifie pas perdre, cela signifie se libérer. Cela signifie laisser de la place pour ce qui t'appartient vraiment, ta croissance, ton autocontrôle. 5. Renforce ton autonomie. La vie, parfois, ressemble à une table soutenue par trop de jambes étrangères. Chaque personne qui compte pour toi devient un soutien, un point d'équilibre, une base qui te donne de la stabilité. Mais quand l'une de ces personnes s'en va, la table vacille. Et si la table tombe, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est retiré, c'est parce que tu n'avais pas assez de jambes propres pour te soutenir. C'est la vérité inconfortable que peu de gens veulent affronter. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas la fin. C'est le signe que tu dois construire plus de force intérieure. C'est le rappel que ta stabilité ne doit jamais dépendre d'une seule présence humaine. L'autosuffisance ne signifie pas te renfermer sur toi-même ou devenir de pierre. Cela signifie que ton bien-être ne peut pas être fragile au point de se briser quand quelqu'un décide de ne pas être là. Cela signifie que ta vie ne peut pas être un bâtiment qui s'effondre parce qu'une personne a fermé une porte. L'éloignement d'autrui fait mal, mais il révèle aussi combien tu dépendais émotionnellement de quelque chose d'extérieur pour te sentir en paix, en sécurité ou digne. Et cette révélation, bien qu'inconfortable, est une opportunité pour te renforcer. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, vivent comme si leur énergie avait besoin de permission. Si quelqu'un les valide, ils se sentent bien. Si quelqu'un les ignore, ils s'effondrent. Si quelqu'un leur écrit, ils respirent. Si quelqu'un se tait, il s'effondre. Cette dynamique n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Et tant que tu dépends des autres pour te sentir complet, tu marcheras toujours avec peur, tu craindras toujours de perdre, tu vivras toujours à la merci de ce que les autres font ou ne font pas. L'autosuffisance brise ce cycle. Quand tu commences à construire ton autonomie, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit là pour maintenir ta stabilité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te choisisse pour connaître ta valeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te cherche pour te sentir vu. Ce dont tu as besoin est en toi, pas à l'extérieur.
Et bien que cela puisse sembler répétitif, c'est une vérité que peu de gens pratiquent. L'éloignement d'autrui doit te pousser vers ton intérieur, pas vers le désespoir. Il doit t'amener à te demander quelle partie de toi était soutenue par quelqu'un d'autre au lieu de se soutenir elle-même. L'autosuffisance s'entraîne aussi, comme un muscle. Tu t'entraînes quand tu choisis de faire tes choses, sans attendre de compagnie. Tu t'entraînes quand tu profites d'une journée avec toi, sans avoir besoin de validation. Tu t'entraînes quand tu commences à reconnaître tes capacités sans chercher l'approbation. Tu t'entraînes quand tu décides que ton état émotionnel ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Cet entraînement est lent, inconfortable et profond, mais c'est celui qui te libère de la dépendance émotionnelle. Être autonome ne te rend pas froid, il te rend libre. Il te rend quelqu'un qui peut t'aimer sans peur de perdre. Il te rend quelqu'un qui peut être avec les autres sans être attaché. Il te rend quelqu'un qui apprécie la compagnie mais qui n'en a pas besoin pour respirer. Parce que la dépendance est une chaîne et l'autosuffisance est la clé qui la brise. Quand tu ne dépends plus émotionnellement de personne, tes relations deviennent plus saines, plus réelles et plus conscientes. Tu arrêtes de t'accrocher par peur et tu commences à choisir en toute liberté. Le stoïcisme a une phrase implicite qui se répète en silence tout au long de ses enseignements. Ne mets pas ta paix dans les mains d'autrui. La paix qui dépend d'un autre sera toujours instable. La paix que tu construis en toi sera toujours tienne. Quand tu renforces ton autonomie, tu ne crains plus l'absence de personne. Tu ne souffres plus du silence d'autrui. Tu ne te mets plus à genoux émotionnellement pour que quelqu'un ne parte pas, parce que tu te tiens, tu te soutiens. 6. Choisis le silence conscient. Le silence ressemble à une porte entrouverte dans une pièce vide. Tu ne sais pas si le franchir te donnera du calme ou te confrontera à toi-même, mais il est clair qu'une décision doit être prise. C'est le genre de silence qui apparaît quand quelqu'un s'éloigne. Un silence inconfortable, lourd, qui te force à écouter tes propres pensées même si tu ne le veux pas. Et c'est ici que le point clé émerge. Tous les silences ne sont pas une punition. Certains sont un choix. Certains sont une stratégie. Certains sont une protection. Et tu as besoin d'apprendre à utiliser le silence à ton avantage. Le silence conscient n'est pas cesser de parler parce que tu es blessé. Ce n'est pas garder ses distances comme forme de manipulation. Ce n'est pas disparaître pour voir si l'autre personne réagit. C'est du silence impulsif, du silence réactif, du silence qui naît de l'insécurité. Le silence conscient est différent. C'est un silence que tu choisis pour retrouver ta clarté, ton énergie et ton pouvoir personnel. C'est la décision mature de ne pas répondre immédiatement, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne veux pas agir à partir de la blessure. Lorsque tu choisis le silence conscient, tu introduis une pause stratégique entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu protèges ton esprit du chaos émotionnel. Tu observes la situation avec plus d'objectivité. Tu te donnes du temps pour voir si ce que tu veux faire naît de la dignité ou de la peur. Et cet espace, cette distance, c'est là que naît la force émotionnelle. Les gens réagissent comme si le monde allait se terminer s'ils ne répondent pas immédiatement. Mais le calme se construit précisément dans ce temps où tu choisis de ne courir après personne. Le silence conscient parle aussi pour toi sans besoin de mots. Il dit « Je ne suis pas désespéré. Je n'ai pas besoin de mendier de l'attention. Je ne vais pas me mettre dans une position inférieure juste parce que tu as décidé de t'éloigner. » La plupart ne comprennent pas cette idée parce qu'ils croient que le silence est toujours un signe de faiblesse ou de résignation. Non, le silence conscient est une déclaration de maîtrise de soi. C'est la façon la plus élégante et ferme de montrer que ta valeur ne dépend pas de l'interaction immédiate de quiconque. Le stoïcisme enseigne que chaque émotion qui te domine te rend esclave du monde extérieur. Et le silence conscient est précisément l'outil qui brise ce cycle. Il permet que ta réaction ne dépende pas de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas,
Il t'aide à ne pas tomber dans des conversations impulsives, à ne pas envoyer des messages inutiles, à ne pas exposer ta vulnérabilité face à une personne qui n'est pas prête à la soutenir. Le silence conscient te protège de toi-même et de ton propre élan destructeur. De plus, le silence conscient te permet d'observer l'autre personne sans filtre émotionnel. Quand tu te tais, tu vois plus clair. Tu vois son niveau d'intérêt, tu vois sa cohérence, tu vois son respect, tu vois son intention réelle, parce que celui qui veut être là, reste. Celui qui veut parler, cherche. Celui qui veut clarifier, le fait. Et celui qui n'apparaît pas, t'a déjà donné la réponse que tu cherchais. Les gens se révèlent plus par ce qu'ils ne font pas que par ce qu'ils disent. Mais tu ne peux voir cela que si tu sais te taire. Si tu remplis chaque vide avec des mots, tu ne pourras jamais voir la vérité. Choisir le silence conscient est aussi un acte d'amour de soi. C'est te dire à toi-même « Ma paix vaut plus qu'une conversation précipitée ». C'est décider de ne pas entrer dans des dynamiques qui te volent de l'énergie. C'est respecter ton espace émotionnel. Et surtout, c'est apprendre à te soutenir dans l'inconfort sans te briser. Parce que celui qui peut rester en silence sans s'effondrer a maîtrisé son monde intérieur. Dans la vie, la plupart utilisent le silence pour manipuler ou punir. Toi, tu vas l'utiliser pour grandir, pour renforcer ton caractère. 7. Retire-toi pour protéger ta paix. Parfois, la vie ressemble à une salle pleine de bruit où tout le monde parle en même temps. Peu importe combien tu essaies d'écouter ta propre voix, il y a toujours quelque chose qui la couvre. Quand quelqu'un te traite avec indifférence, quand sa distance commence à t'épuiser, quand son silence devient un bruit insupportable dans ton esprit, c'est exactement ce qui se passe. Ta paix se noie entre les attentes, les doutes et les pensées qui ne te laissent pas respirer. Et dans ces moments, se retirer n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie émotionnelle. C'est revenir à un endroit où ton esprit peut de nouveau s'écouter. Les gens pensent que se retirer, c'est perdre, céder ou accepter que l'autre a gagné. Mais se retirer pour protéger ta paix n'a rien à voir avec l'autre. Cela a à voir avec toi, avec ta stabilité, avec ta dignité, avec ta santé mentale. Il y a des situations où rester ne fait qu'approfondir la blessure, parce que tu continues d'essayer d'obtenir quelque chose qui n'est plus disponible, une explication, une clôture, une réponse, un traitement juste. Mais quand une porte se ferme de l'extérieur, le pire que tu peux faire est de continuer à frapper de l'intérieur. Le véritable pouvoir est de te retourner et de marcher vers ton propre centre. Se retirer n'est pas disparaître en silence comme une punition. C'est reconnaître qu'insister dans un espace qui ne te valorise pas ne fait que te blesser. C'est comprendre que ton énergie est une ressource limitée et que tu ne peux pas continuer à la dépenser sur des personnes ou des situations qui la consomment sans te donner rien en retour. La paix est chère et ne mérite pas d'être négociée pour des miettes émotionnelles. Se retirer est un acte de respect de soi, presque un rituel interne où tu décides de ne plus jouer à un jeu où tu es le seul à parier quelque chose. Le stoïcisme enseigne que nous devons être là où notre vertu peut grandir, pas là où elle se flétrit. Quand tu restes dans un endroit où l'indifférence te fait douter de ta valeur, ta vertu s'use, ta clarté se brouille, ta stabilité se fragmente. C'est pourquoi se retirer n'est pas abandon, c'est alignement. C'est choisir un chemin où ton esprit peut se renforcer plutôt que de s'user. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas continuer à me perdre en essayant de sauver quelque chose qui n'est plus vivant. Se retirer te montre aussi qui tu es sans interférences extérieures. Quand tu t'éloignes de quelqu'un qui te déstabilise, le vrai travail commence. Cette distance t'oblige à observer tes blessures, tes peurs, tes schémas. Elle te montre combien tu dépendais émotionnellement de l'attention de l'autre. Elle t'apprend que souvent, ce n'était pas la personne qui te faisait mal, mais la version de toi-même que tu créais quand tu étais près d'elle. C'est la partie la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice, car elle te permet de te reconstruire à partir d'une vérité plus solide. Protège ta paix comme si c'était ton territoire le plus sacré.
Ne laisse pas le comportement de quelqu'un d'autre dicter ta stabilité. Ta paix est à toi, pas à celui qui décide de te parler ou de t'ignorer selon son humeur. Se retirer, c'est affirmer que tu ne vas pas vivre à la merci de l'incohérence de personne, que ton équilibre ne dépend pas de l'émotion de l'autre, que ta dignité n'est pas négociable. Les gens qui ne te valorisent pas pensent que tu seras toujours là. Quand tu te retires, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas jouer avec ta tranquillité sans conséquence. Le retrait révèle aussi ce que les mots ne peuvent pas. Celui qui t'apprécie vraiment te suit. Celui qui te valorise vraiment cherche à clarifier. Celui à qui tu importes vraiment ne te laisse pas partir sans explication. Et celui qui ne fait rien t'a déjà montré la vérité que tu évitais. Ton silence n'est pas une punition, c'est une limite. Ton retrait n'est pas une vengeance, c'est de l'auto-soin. 8. Transforme l'absence en croissance. L'absence ressemble à une pièce récemment vidée. Avant, elle était pleine de bruit, de mouvement et de présence, mais d'un moment à l'autre, tout devient silencieux. Cet espace vide vous oblige à regarder les murs que vous ignoriez auparavant, à remarquer des fissures que vous ne voyiez pas, à reconnaître qu'il y avait du désordre caché sous le tapis. La même chose se produit lorsque quelqu'un part. L'absence éclaire ce que la présence cachait. Et bien que cela fasse mal au début, ce vide est un terrain fertile. Ce que vous faites avec détermine si vous vous effondrez ou si vous renaissez. La plupart interprètent l'absence comme une fin, comme une défaite, un rejet ou une perte irréparable. Mais le stoïcisme la voit comme un point de flexion, comme le début d'un nouveau chapitre où vous ne vivez plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Lorsque quelqu'un s'éloigne, un espace émotionnel reste qui peut vous affaiblir ou vous renforcer. Ce n'est pas l'absence qui détermine le résultat, c'est votre attitude envers elle. Et c'est ici que naît la différence entre ceux qui se consument pour ce qui n'est plus et ceux qui se transforment grâce à cela. L'absence est une information, un message clair qu'il est temps de se reconstruire. Transformer l'absence en croissance implique d'abord d'accepter ce que vous ressentez sans victimisation. La tristesse, la colère, la nostalgie et la confusion font partie du processus. Vous n'avez pas à prétendre que cela ne fait pas mal. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester coincé dans l'interprétation la plus sombre de la situation. L'absence de quelqu'un ne signifie pas votre manque de valeur. Cela signifie que l'histoire est arrivée à un point où la vie veut que vous changiez de direction. Rester coincé dans cette douleur, c'est renoncer à l'opportunité d'évoluer. Et vous n'êtes pas ici pour rester, vous êtes ici pour avancer. La croissance naît lorsque vous commencez à vous demander ce que cette absence révèle. Quelle partie de vous dépendait trop de la présence de l'autre? Quelles blessures internes ont été activées? Quelles croyances sur vous-même ont été exposées? Chaque réponse est un outil. Chaque reconnaissance est une nouvelle porte. L'absence fonctionne comme une loupe qui amplifie vos carences émotionnelles, mais aussi comme un miroir qui montre votre potentiel non développé. La croissance apparaît lorsque vous arrêtez de regarder vers l'extérieur en attendant une explication et commencez à regarder vers l'intérieur à la recherche de compréhension. Dans le stoïcisme, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler devient du matériel pour votre développement personnel. L'absence s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Vous ne décidez pas qui reste ou qui part, mais vous décidez ce que vous faites avec l'espace qui reste après. Vous pouvez le remplir d'obsession, d'anxiété ou de recherche désespérée d'attention, ou vous pouvez le transformer en un sanctuaire de reconstruction émotionnelle. La deuxième option est celle qui vous transforme. Parce que lorsque vous apprenez à être avec vous-même, sans vous effondrer, vous devenez plus fort que n'importe quel abandon. Transformer l'absence en croissance implique également de rediriger votre énergie. Tout ce que vous donniez vers l'extérieur revient maintenant à vous. Vous commencez à prêter attention à vos habitudes, vos objectifs, votre corps, votre esprit, votre but. Vous commencez à vous occuper de ce qui dépend de vous. Vous récupérez du temps, de l'espace mental et de la concentration.
Vous arrêtez de vivre en attente de signaux externes et commencez à construire votre stabilité de l'intérieur. Les gens te jugent avant même que tu aies fini une phrase. Non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu le dis. Ta voix, ton calme, tes pauses en disent plus que tes mots. Et c'est là le problème. Beaucoup parlent pour être entendus, peu parlent pour être compris. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler beaucoup, mais de parler avec intention. Communiquer à partir de la présence, pas du besoin d'impressionner. La plupart des conversations aujourd'hui sont des batailles d'ego. Tout le monde veut avoir raison, personne ne veut comprendre. Mais celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa voix. Et celui qui maîtrise sa voix maîtrise l'ambiance. Le stoïcisme l'a enseigné il y a des siècles. Ne cherche pas à avoir le dernier mot, cherche à avoir le mot juste. Parler avec pouvoir n'est pas s'imposer, c'est avoir le contrôle. C'est choisir quand parler et quand laisser le silence parler pour toi. Une personne authentique n'a pas besoin de remplir les espaces avec du bruit. Chaque mot qui sort de sa bouche a du poids, parce qu'il provient de la clarté, pas de l'anxiété. Sa présence communique plus que ses phrases. Son calme impose le respect sans effort. C'est la différence entre celui qui cherche l'attention et celui qui projette l'autorité. Dans cette vidéo, tu découvriras comment transformer la façon dont les gens te perçoivent et se connectent à toi. Tu apprendras que écouter avec intention vaut plus que répondre rapidement, que dire « je ne sais pas » avec sérénité inspire plus de confiance que de prétendre tout savoir, et qu'un silence bien utilisé peut être ton arme la plus puissante. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à se connecter à partir de la vérité. Et quand tu parles à partir de ta vérité, le monde écoute différemment. 1. Écoute avec intention. Écouter, c'est comme accorder un instrument. Si tu entends seulement le bruit, tu ne distingues pas la mélodie. Mais lorsque tu prêtes vraiment attention, chaque mot révèle une note, chaque silence, un rythme. Dans un monde où tout le monde parle pour être compris, peu écoutent pour comprendre. La plupart attendent leur tour pour répondre, pas pour se connecter. Mais si tu veux transformer la façon dont les gens te perçoivent, apprends à écouter avec intention. Car le silence attentif peut avoir plus de pouvoir que le discours le plus éloquent. Écouter avec intention ne signifie pas rester silencieux pendant que l'autre parle. C'est être présent avec tout ton corps et ton esprit. C'est regarder sans juger, c'est laisser l'autre se sentir vu, pas évalué. Les gens se souviennent de comment tu les as fait se sentir, pas de combien tu as bien parlé. Un stoïcien n'interrompt pas, n'assume pas, ne réagit pas rapidement. Il observe, il laisse les mots de l'autre atteindre son esprit, passer par son filtre intérieur, et seulement alors il répond, si nécessaire. Parce que toutes les conversations n'ont pas besoin de réponse, certaines demandent simplement à être comprises. Quand tu écoutes avec intention, tu deviens différent. Tu ne fais pas de compétition, tu n'essaies pas d'impressionner, tu ne remplis pas les vides avec du bruit. Tu laisses l'énergie du moment couler sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Cela transmet de la confiance. La personne qui peut rester silencieuse pendant que l'autre se défoule, sans perdre son calme, démontre une maîtrise intérieure. Ce calme est magnétique. Il désarme les égos et crée de la confiance. Les gens font confiance à celui qui les écoute, pas à celui qui les interrompt. Les grands philosophes le savaient. Marc Aurèle disait qu'apprendre à écouter, c'est apprendre à vivre, car la sagesse entre par les oreilles avant la bouche. Écouter avec intention signifie aussi ne pas prendre les paroles des autres comme des vérités absolues. Tu apprends à filtrer. Tu prends ce qui te nourrit, tu écartes ce qui ne le fait pas. Un sage n'absorbe pas tout, il sélectionne ce qui en vaut la peine. Et cette sélection nécessite de l'attention, pas de la réaction. Quand quelqu'un te parle, ne regarde pas ton téléphone, ne pense pas à ce que tu vas répondre, ne cherche pas la phrase parfaite pour paraître intelligent. Écoute simplement, écoute avec les yeux, avec les gestes, avec la présence. Pose des questions avec une véritable curiosité. Pourquoi penses-tu cela? Comment te sentais-tu?
Parce que lorsque tu poses de vraies questions, l'autre personne se sent valorisée. Et quand quelqu'un se sent valorisé, il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, il fait confiance. Et quand il fait confiance, il écoute en retour. L'intention derrière l'écoute crée un cercle invisible de respect. Il ne s'agit pas d'écouter par politesse, mais d'écouter parce que tu tiens à comprendre, pas à gagner. Cela change tout. Parce que dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute se démarque. Et il ne se démarque pas parce qu'il veut le faire, mais par son calme, par son focus, par sa façon de ne pas avoir besoin d'être le centre d'attention. Apprendre à écouter avec intention est une pratique stoïcienne, une forme de discipline mentale. Elle t'apprend à arrêter ton impulsion de réagir, à observer avant de répondre, à ne pas prendre les choses comme des attaques, mais comme de l'information. Et quand tu fais ça, tu n'améliores pas seulement tes conversations, tu améliores ta vie. Parce que tu comprends que derrière chaque mot, il y a une émotion. Derrière chaque silence, une histoire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parle, ne cherche pas à briller. Écoute, n'interromps pas, ne pense pas à corriger. Sois juste là, présent, avec l'esprit tranquille et le cœur ouvert. Cette simple action, qui semble si petite, peut changer la façon dont les gens te perçoivent pour toujours. Parce qu'écouter avec intention est plus qu'une compétence, c'est une forme de respect. Et le respect, lorsqu'il est ressenti, transforme la communication en quelque chose de puissant, d'authentique et de profondément humain. 2. Dis « je ne sais pas » calmement. L'ego parle en premier, la sagesse attend. Dans une société qui idolâtre avoir des réponses, dire « je ne sais pas » est presque un acte de rébellion. Mais cette phrase, si simple, a un pouvoir immense. Elle ne t'affaiblit pas, elle t'humanise. Elle ne te retire pas d'autorité, elle la multiplie. Car le véritable sage n'a pas peur d'admettre son ignorance, il a peur de feindre ce qu'il n'est pas. Et bien que beaucoup ne le voient pas, cette tranquillité avec laquelle tu reconnais une limite génère plus de respect que n'importe quel discours plein de certitudes vides. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout, où se taire semble synonyme d'ignorance. Mais l'ignorance n'est pas dans le fait de ne pas savoir, elle est dans le fait de parler sans fondement. Dire « je ne sais pas » avec sérénité démontre une maîtrise de soi, car ta valeur ne dépend pas d'avoir toujours raison. Les gens qui se sentent sûrs d'eux n'ont pas besoin de prétendre à l'omniscience, car ils comprennent que la connaissance est infinie et l'arrogance limitée. Cette différence est ce qui sépare les sages des bruyants. Quand tu reconnais que tu ne sais pas quelque chose, tu ne montres pas de faiblesse, tu montres de la clarté. L'admettre te libère du poids de la feinte. C'est un signe d'autoconscience, et l'autoconscience est l'une des vertus les plus puissantes qui existent. Les gens perçoivent quand quelqu'un parle de l'ego et quand il parle de la vérité. Et bien que l'ego impressionne pour un moment, la vérité connecte pour toujours. Dire « je ne sais pas » est une pratique stoïcienne, car elle implique d'accepter ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout comprendre, et prétendre le contraire ne fait que t'éloigner de la tranquillité. Épictète le résumait parfaitement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Si tu ne sais pas quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir une opinion. Tu peux observer, apprendre et ensuite décider. Cette pause est le signe d'un esprit mature. La tranquillité avec laquelle tu prononces un « je ne sais pas » transmet une sécurité émotionnelle. Car seul celui qui n'a pas peur de paraître ignorant peut inspirer une véritable confiance. Les gens font plus confiance à celui qui est honnête qu'à celui qui prétend tout savoir. L'humilité, bien utilisée, impose le respect. Quand quelqu'un te pose une question et que tu réponds calmement « je ne sais pas, mais je peux le découvrir », ce que tu dis vraiment est « je n'ai pas besoin de feindre pour valoir ». Cette énergie se ressent. Le monde est plein de voix qui parlent pour combler le vide, mais le silence de celui qui admet son ignorance a plus de force que 1000 opinions sans substance. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. La honte est dans le refus d'apprendre. Quand tu admets que tu ne sais pas, tu fais de la place pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu deviens plus accessible, plus authentique, plus humain. Dire
« je ne sais pas » te protège aussi. Il te sauve d'entrer dans des discussions absurdes, de défendre des idées que tu ne comprends pas, de perdre du temps à prétendre. Il t'apprend à écouter plus et à parler moins. Et quand tu parles, tes mots ont plus de poids parce qu'ils viennent de la réflexion, pas du besoin d'impressionner. Chaque fois que la vie te met dans une situation où tu n'as pas de réponse, respire, regarde-le dans les yeux et dis calmement « je ne sais pas ». Non pas comme une reddition, mais comme une preuve d'intelligence émotionnelle. Celui qui reconnaît sa limite ne se rétrécit pas, il se renforce. Et cette force silencieuse est ce qui fait que les autres te voient avec respect. Parce qu'au final, celui qui sait tout n'apprend rien. Mais celui qui admet ne pas savoir grandit chaque jour. Le stoïcien ne cherche pas à avoir toutes les réponses. Il cherche à avoir la bonne attitude face à l'inconnu. Et cette attitude, celle d'accepter avec sérénité ce qu'il ne comprend pas encore, est ce qui transforme un simple « je ne sais pas » en une déclaration de pouvoir. 3. Reconnaître avant de conseiller. Les mots sont comme des médicaments. Ils peuvent guérir ou ils peuvent blesser. Mais avant d'offrir un remède, tu dois comprendre la blessure. Beaucoup parlent pour réparer, peu écoutent pour comprendre. C'est la différence entre celui qui conseille depuis son ego et celui qui accompagne depuis l'empathie. Dans le monde actuel, la plupart des gens ne cherchent pas de l'aide, ils cherchent à se sentir compris. Et quand tu apprends à reconnaître la douleur de l'autre avant d'essayer de la résoudre, ta communication cesse d'être du bruit et devient une connexion. Conseiller sans reconnaître, c'est comme prescrire sans diagnostic. C'est parler depuis la hâte, pas depuis la présence. Les gens n'ont pas toujours besoin d'une solution. Souvent, ils ont juste besoin que quelqu'un les écoute sans juger. Avant de dire « tu devrais faire ça », dis « je comprends comment tu te sens ». Cette petite différence transforme complètement l'énergie d'une conversation. La première phrase impose, la seconde embrasse. Et dans la communication stoïcienne, comprendre vient avant de corriger. Reconnaître ce que l'autre ressent nécessite de l'humilité. Cela nécessite de lâcher le désir d'avoir raison et d'ouvrir un espace pour la compréhension. Tu ne peux pas voir clairement si tu es concentré sur la victoire. Le stoïcien ne cherche pas à démontrer sa sagesse, il cherche à appliquer sa sagesse dans ses relations avec les autres. Reconnaître n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est comprendre que chaque personne voit le monde à travers sa propre histoire, et la juger à partir de la tienne est une erreur de perception. Quand tu valides les émotions des autres, tu génères de la confiance. Non pas parce que tu es d'accord avec tout, mais parce que tu montres du respect pour l'expérience de l'autre. Dire « cela a dû être difficile » ou « je peux imaginer ce que tu as ressenti » ne coûte rien, mais a un impact profond. Parce que derrière chaque réaction, il y a une raison que tu ignores. Derrière chaque silence, il y a une histoire qu'on ne t'a pas racontée. Et quand tu prends une seconde pour reconnaître cela, tu fais preuve d'intelligence émotionnelle et de maîtrise intérieure. L'erreur commune est de penser que conseiller rapidement montre de l'intérêt. En réalité, cela révèle souvent de l'impatience. Les gens ne cherchent pas à être réparés, ils cherchent à être compris. Un conseil précipité peut sembler indifférent, mais quand tu reconnais d'abord, quand tu prends le temps d'empathiser, ton opinion prend du poids. Tu ne parles pas depuis la théorie, tu parles depuis la connexion. Et la connexion est ce qui fait que tes mots pénètrent, pas ta logique. Le stoïcisme enseigne à observer avant d'agir. Et dans la communication, cette observation se traduit par la reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'avoir une réponse immédiate. Parfois, le meilleur conseil est un silence attentif, un regard sincère ou un simple « je te comprends ». Cela crée un espace sûr où l'autre peut baisser sa garde. Et quand il baisse sa garde, il t'écoute vraiment. Apprendre à reconnaître avant de conseiller te protège aussi. Cela évite les malentendus, les disputes et les réactions inutiles. Parce qu'en reconnaissant, tu désactives la défense de l'autre. Personne ne se sent attaqué quand il se sent compris. Et quand les gens ne se sentent pas attaqués, ils sont prêts à écouter. C'est l'art de communiquer avec sagesse, réduire la friction émotionnelle avant de parler.
En pratique, tu peux commencer par observer tes propres conversations. Demande-toi, est-ce que j'écoute pour aider ou juste pour répondre? Est-ce que je reconnais le sentiment ou est-ce que je juge l'erreur? La différence entre les deux peut complètement changer la façon dont les gens te perçoivent. Parce que celui qui se sent compris fait confiance, et celui qui fait confiance t'écoute. Reconnaître avant de conseiller est l'un des signes les plus clairs de maturité émotionnelle. Cela t'apprend à freiner l'impulsion d'imposer ton point de vue, à privilégier l'empathie sur l'orgueil. Et le plus important, cela te rend conscient du pouvoir de tes mots. 4. Maîtrise le silence. Le silence est comme une épée invisible. Il ne fait pas de bruit, mais il coupe profondément. Alors que beaucoup pensent que parler plus est synonyme de pouvoir, les sages savent que la véritable force réside dans la pause, dans ce calme qui dérange ceux qui ne peuvent pas supporter leur propre bruit. Dans un monde qui crie, se taire avec intention est une forme d'autorité. Le silence n'est pas vide, c'est de l'énergie concentrée. C'est la voix de celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que sa présence dit tout. Maîtriser le silence ne signifie pas s'isoler ou garder du ressentiment. Cela signifie apprendre à choisir ses batailles, ses mots et ses moments. Celui qui parle sans réfléchir se livre, celui qui se tait avec conscience se renforce. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas d'attention. Parfois, le plus grand signe d'intelligence est simplement de ne pas réagir. Et ce n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. Car celui qui ne se laisse pas emporter par les émotions du moment montre qu'il a déjà gagné, même avant de répondre. Les gens ont tendance à confondre le silence avec la faiblesse, mais cela ne révèle que leur propre malaise. Ils ne supportent pas le silence parce qu'ils se confrontent à eux-mêmes. Le silence expose ce que les mots tentent de cacher. Quand tu te tais intentionnellement, tu forces l'autre à regarder à l'intérieur. C'est pourquoi les sages dérangent, non pas parce qu'ils parlent trop, mais parce qu'ils savent quand se taire. Dans le silence bien utilisé, il y a un pouvoir qu'aucun cri ne peut égaler. Le stoïcisme l'a enseigné clairement. Maîtrise ton esprit et tu maîtriseras tes réactions. Le silence est l'un des tests les plus difficiles pour y parvenir. Le maintenir nécessite de la force, pas de la lâcheté. Celui qui sait garder le silence face à la provocation ne réprime pas, il choisit. Il ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à préserver sa paix. Et c'est ce que les gens respectent, même sans comprendre pourquoi. La maîtrise du silence projette du respect, de la sécurité et un calme que peu possèdent. Le silence te donne aussi un avantage. Dans une conversation, celui qui sait se taire observe plus. Il écoute ce que les autres révèlent sans le vouloir. Il remarque les gestes, les nuances, les tremblements de voix. Il apprend à lire ce qui n'est pas dit. Cette information est de l'or. Elle te permet de répondre avec précision, pas avec impulsion. Et cette précision est ce qui distingue quelqu'un de mature émotionnellement de quelqu'un de réactif. Dans la vie quotidienne, maîtriser le silence se traduit par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement à un message quand tu es contrarié, ne pas te justifier devant quelqu'un qui ne veut pas te comprendre, ne pas expliquer l'évident à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas t'écouter. Chaque fois que tu choisis le silence par sagesse et non par peur, tu renforces ton pouvoir intérieur. Tu deviens maître de toi-même. Mais maîtriser le silence n'est pas seulement utile pour te défendre, c'est aussi utile pour te connecter. Un silence authentique pendant que tu écoutes quelqu'un démontre plus d'intérêt que 1000 conseils. Tu lui dis sans mots, « Je suis là, avec toi ». Le silence peut t'embrasser, peut guérir, peut contenir. Si tu sais l'utiliser avec empathie, il devient une forme d'amour. Pratique de rester silencieux, non pas comme une punition, mais comme une stratégie. Observe comment les gens réagissent quand tu ne réponds pas tout de suite, comment l'énergie change quand tu décides de ne pas suivre une discussion inutile. Tu remarqueras quelque chose de curieux. Le silence impose le respect. Non pas par peur, mais parce qu'il montre la maîtrise.
Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut contrôler celui qui sait attendre. Le silence est la voix de l'esprit en paix. Et quand tu apprends à le maîtriser, ta présence devient plus puissante, ta communication plus efficace et ton influence plus profonde. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Tu as besoin d'élever ton autocontrôle. 5. Apprécie vraiment. La reconnaissance sincère est comme le feu par une nuit froide. Elle n'a pas besoin d'être grande pour réchauffer, mais si elle est authentique, on la ressent. Dans un monde où les mots sont dévalués, où l'on dit « je t'admire » ou « merci » par habitude, apprécier vraiment est devenu un acte rare et puissant. La plupart des gens ne savent pas apprécier sans exagérer, ni reconnaître sans chercher quelque chose en retour. Mais lorsque tu apprends à apprécier à partir de la vérité, sans fioriture ni intérêt, tu commences à transformer la façon dont les gens te voient et la façon dont tu perçois toi-même le monde. Apprécier n'est pas flatter, c'est observer consciemment ce qui est précieux chez les autres et le reconnaître avec respect. La flatterie cherche l'approbation, l'appréciation crée une connexion. Quand tu dis à quelqu'un « j'aime comment tu fais ça » sans rien attendre en retour, tu construis de la confiance. Et la confiance ne s'impose pas, elle se gagne avec des gestes réels. Les mots sincères ont un poids qui n'a pas besoin de volume, car celui qui parle avec authenticité transmet une énergie qui ne peut pas être feinte. Les stoïciens enseignaient que la gratitude et la reconnaissance sont des vertus qui naissent de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour le bien, mais d'avoir les yeux ouverts pour voir ce que beaucoup tiennent pour acquis. Apprécier vraiment, c'est remarquer les petits efforts, les gestes qui passent inaperçus, les actes qui révèlent le caractère. C'est regarder au-delà de l'évident et donner de la valeur à l'humain. Quand tu le fais, tu changes l'atmosphère de tes relations. Les gens se sentent vus, et quand quelqu'un se sent vu, il s'ouvre, fait confiance et te perçoit avec respect. L'appréciation authentique a un effet double. Elle élève l'autre et t'élève toi-même. Parce que lorsque tu pratiques la reconnaissance sincère, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce qui est précieux, pas sur ce qui est négatif. Tu arrêtes de regarder ce qui manque et tu commences à remarquer ce qui est déjà là. Cela transforme ton état d'esprit. Tu deviens plus serein, plus reconnaissant, plus conscient. Et cette conscience se projette dans ta façon de communiquer. Apprécier demande aussi du courage. Nous vivons dans une culture où montrer de l'admiration est confondu avec de la faiblesse. Mais seuls les forts peuvent reconnaître la grandeur des autres sans se sentir inférieur. Celui qui apprécie vraiment ne rivalise pas. Il s'inspire. Il n'envie pas. Il apprend. Et cette attitude, bien qu'elle semble subtile, change complètement la façon dont les autres te perçoivent. Parce que tu projettes de la sécurité, pas du besoin. Tu démontres de la maturité, pas du manque. Apprendre à apprécier signifie aussi le faire au bon moment, pas après, pas quand il est déjà trop tard. La plupart des gens attendent des occasions spéciales pour reconnaître quelque chose qui pourrait changer la journée de quelqu'un dès maintenant. Mais les mots opportuns ont plus de pouvoir que les discours tardifs. Dire à quelqu'un « j'apprécie ce que tu as fait » au bon moment peut renforcer une relation plus que n'importe quelle promesse. Cependant, l'appréciation doit être pure. Elle ne doit pas être utilisée comme une stratégie ou comme une manipulation. Si elle n'est pas honnête, elle semble fausse, et le faux détruit plus rapidement que le silence. C'est pourquoi, avant de parler, assure-toi de ressentir ce que tu vas dire. Si tu le ressens, dis-le sans fioriture, sans théâtralité. Parfois, un simple « merci pour ça » suffit. Dans un monde plein de bruit, les mots simples et sincères sont ceux qui ont le plus d'impact. Pratiquer l'appréciation te rend conscient de la valeur qui t'entoure. Tu commences à remarquer ce que tu ignorais auparavant. L'effort de celui qui travaille avec toi, la loyauté silencieuse d'un ami, la présence constante de quelqu'un qui ne demande jamais de reconnaissance. Cette habitude n'améliore pas seulement tes relations, elle améliore ton caractère. Parce que l'âme qui apprécie ne vit pas dans le manque, elle vit dans l'abondance. 6. Apprenez à dire non. Dire non
est comme construire un mur invisible. On ne le voit pas, mais il protège tout ce que vous aimez, votre temps, votre énergie, votre calme. La plupart des gens ont peur de prononcer ce mot parce qu'ils pensent qu'ils perdront de l'affection, des opportunités ou de l'acceptation. Mais la vérité est que chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous vous trahissez un peu plus. Apprendre à dire non n'est pas rejeter le monde, c'est vous choisir. Et dans un monde où tout le monde cherche à plaire, avoir le courage de refuser est l'une des formes les plus claires de respect de soi. Le non est une déclaration de limites, et les limites sont le langage de l'amour de soi. Sans eux, n'importe qui peut entrer, rester et prendre le meilleur de vous sans permission. Beaucoup pensent qu'être gentil signifie toujours dire oui, mais la gentillesse sans limite devient de l'esclavage émotionnel. Le stoïcisme enseigne que celui qui ne contrôle pas sa vie finit par être contrôlé par les désirs et les attentes des autres. Dire non calmement n'est pas une agression, c'est un équilibre. C'est dire « je comprends ce que tu me demandes, mais je dois maintenant prioriser ce dont j'ai besoin ». Quand vous apprenez à dire « non » sans culpabilité, votre énergie change. Vous cessez d'être prévisible, vous cessez d'être disponible pour tout et pour tous. Votre temps commence à avoir du poids et les gens commencent à vous apprécier différemment. Parce que quand vous vous appréciez, le monde répond à la même fréquence. Le problème n'est pas qu'on vous demande trop, mais que vous acceptez plus que vous ne pouvez donner. Personne ne peut abuser de vos limites si vous les maintenez fermement. Dire non est aussi une façon de communiquer la sagesse. Cela signifie que vous savez ce qui vous apporte et ce qui vous enlève, que vous n'avez pas besoin de justifier chaque décision ni de vous expliquer à tout le monde. Vous n'avez pas à faire un discours pour protéger votre paix. Un simple « je ne peux pas en ce moment » ou « je ne suis pas disponible pour ça » suffit. Les gens qui sont dérangés par vos limites ne cherchent pas la connexion, ils cherchent le contrôle. Et à ce stade, se taire est aussi une façon de dire non. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi se reflète dans les petites décisions. Chaque non conscient que vous prononcez vous entraîne à ne pas céder à la pression, à la manipulation ou à la culpabilité. Il vous rappelle que votre temps est fini et votre énergie sacrée. Dire non vous permet de vivre avec plus d'intention, de vous concentrer sur l'essentiel et de lâcher ce qui ne vous mène nulle part. Vous ne pouvez pas être sage si votre esprit est plein d'engagements inutiles. Vous ne pouvez pas avoir de clarté si votre agenda est rempli de choses que vous avez acceptées par peur de décevoir. La prochaine fois que vous serez tenté de dire oui, par habitude, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous si vous le faites par désir ou par peur. Si c'est par peur, la réponse correcte est probablement non. Et vous n'avez pas besoin de le crier ou de le justifier. Le non le plus puissant est celui qui est dit avec sérénité, sans anxiété ni culpabilité. Ce calme projette de l'autorité. Il transmet que vous êtes en contrôle de vous-même. Dans la vie, les personnes que vous respectez le plus ne sont pas celles qui cherchent toujours à plaire, mais celles qui ont le courage d'être cohérentes. Celui qui apprend à dire non quand c'est nécessaire démontre de la clarté et de la maturité. Cette clarté est la base de toute communication authentique. Parce que si vos paroles ne reflètent pas vos véritables intentions, alors vous ne communiquez pas, vous vous dissolvez. Le non ne divise pas, il ordonne, il n'éloigne pas, il purifie. Il fait de la place pour ce qui compte vraiment. Et quand vous apprenez à l'utiliser avec calme et fermeté, le bruit disparaît. Les bonnes personnes restent et vous récupérez quelque chose d'inestimable, votre pouvoir personnel. Parce que celui qui sait dire non sans peur apprend finalement à dire oui seulement à ce qui a du sens pour lui. 7. Sois cohérent et clair. La cohérence est comme le pouls de l'âme, invisible mais constante. Si elle bat fort, tout coule, tes mots, tes actions, ta présence. Mais quand elle se brise, quand tu dis une chose et en fais une autre, la confiance meurt. D'abord chez les autres, puis en toi. Nous vivons à une époque où les apparences pèsent plus que la vérité, où beaucoup construisent une image qu'ils ne peuvent pas soutenir. Cependant,
Le respect ne se gagne pas avec des discours ou des promesses, il se gagne avec la cohérence. Être cohérent n'est pas être parfait, c'est être réel, rester aligné avec tes principes même quand personne ne te regarde. Parler clairement et agir différemment est une forme de confusion émotionnelle. Les gens ressentent quand tes mots n'ont pas de racines, quand ce que tu dis n'est pas soutenu par tes actions. Tu peux tromper pendant un certain temps, mais pas pour longtemps. L'incohérence se sent, se perçoit, se ressent. La clarté, en revanche, transmet la sécurité. Celui qui parle clairement et vit ce qu'il dit génère une stabilité émotionnelle chez les autres. Il inspire confiance parce qu'il ne change pas avec le vent. Sa parole vaut parce qu'elle reflète ce qu'il est vraiment. Le stoïcisme enseigne que le caractère se démontre par des actes répétés, non par des intentions. Dire quelque chose de sage ne te rend pas sage. Le faire partie de ta vie, oui. C'est pourquoi la cohérence est une pratique quotidienne, pas une pause. C'est tenir tes promesses, même quand personne ne le remarque. C'est maintenir tes limites, même si cela te coûte des relations. C'est être le même, en public et en privé. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que de regarder en arrière et de savoir que tu ne t'es pas trahi toi-même. La clarté dans la communication vient aussi de la cohérence. Tu ne peux pas communiquer avec force si tu es en contradiction avec toi-même. Quand tes mots viennent de la confusion, les autres le perçoivent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais quand tu parles avec conviction, ton ton change, ton regard s'affirme, ton énergie devient stable. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ton authenticité le fait pour toi. La clarté coupe la manipulation, élimine le malentendu et nettoie l'atmosphère. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais ils te respectent parce que tu es clair. Être cohérent implique aussi d'accepter tes erreurs sans te justifier. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui se cache derrière des excuses. La cohérence n'exige pas l'infaillibilité, elle exige la responsabilité. Dire « je me suis trompé » avec honnêteté projette plus de force que de feindre la perfection. Quand tu assumes tes mots et tes actions, tu inspires les autres à faire de même. Et cela génère un respect authentique, pas de la peur, du respect. En pratique, la cohérence se reflète dans les petits gestes. Tenir tes promesses, ne pas parler d'intégrité tout en mentant, ne pas prêcher la tranquillité tout en vivant dans le chaos. Les gens observent, même s'ils ne le disent pas. Chaque fois que tu fais le contraire de ce que tu prêches, ta parole perd de sa puissance. Mais quand tes actes et tes mots vont de pair, ta voix acquiert une autorité naturelle. Non pas parce que tu l'imposes, mais parce que tu l'incarnes. La clarté, d'autre part, ne consiste pas à tout dire, mais à dire ce qui est nécessaire avec précision. Parler clairement, c'est parler sans détour, sans fioriture, sans peur. La vérité peut être inconfortable, mais le respect naît d'elle. Un « je préfère être honnête avec toi » vaut plus que 1000 phrases douces dites pour éviter le conflit. La clarté nettoie les relations, sépare le vrai du faux, le stable du superficiel. 8. Arrête d'essayer d'impressionner. Les masques pèsent. Au début, ils semblent être des boucliers, mais avec le temps, ils deviennent des chaînes. Essayer d'impressionner est une forme subtile d'esclavage émotionnel, car cela t'oblige à agir pour plaire, à te modeler pour t'adapter, à mesurer ta valeur en fonction du regard des autres. C'est vivre comme un acteur dans une pièce que tu n'as pas choisie. Et plus tu t'efforces de paraître quelque chose, plus tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. En revanche, lorsque tu arrêtes d'impressionner, tu récupères quelque chose que personne ne peut te donner, ton authenticité. Le désir d'impressionner naît de la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être accepté, de ne pas être vu. Mais l'ironie est que plus tu essaies d'être admiré, moins tu crées de véritables connexions. Les gens peuvent t'applaudir pendant un moment, mais tôt ou tard, ils sentent quand il y a de la fausseté derrière. Ce qui attire vraiment n'est pas l'éclat, c'est la vérité. L'éclat s'éteint, la vérité demeure, et celui qui se montre tel qu'il est, sans fioriture, sans exagération, finit par être rappelé pour sa présence, pas pour sa performance. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin de promotion.
Sénèque disait que la grandeur de l'âme se reconnaît dans le silence des actions, pas dans la recherche de reconnaissance. Essayer d'impressionner est une bataille perdue, car il y aura toujours quelqu'un de plus charismatique, de plus attrayant ou de plus convaincant. Ne participe pas à ce jeu, crée le tien. Être authentique n'est pas de la rébellion, c'est de l'équilibre. C'est dire avec tes gestes, c'est moi et cela suffit. Quand tu arrêtes d'impressionner, tes mots gagnent en force. Tu parles sans craindre de paraître moins, et cette honnêteté génère du magnétisme. Les gens font confiance à celui qui n'a rien à prouver. Tu arrêtes de remplir les conversations d'exagération ou de phrases répétées et tu commences à parler calmement, naturellement. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la connexion. Et la connexion ne se produit que lorsqu'il y a de la vérité. Le besoin d'impressionner est une forme moderne de bruit mental. Il te fait vivre en fonction de la façon dont on te voit, de ce que les autres pensent, de si tu réponds aux attentes. Mais pendant que tu t'adaptes au goût des autres, tu perds les tiens. Le plus dangereux dans le fait d'essayer d'impressionner est que tu t'habitues à jouer. Et quand tu joues trop, tu oublies qui tu es hors de la scène. En revanche, celui qui décide d'être authentique commence à vivre en paix. Non pas parce que tout lui réussit, mais parce qu'il n'a plus besoin d'approbation pour se sentir en paix. L'authenticité n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté. C'est pouvoir dire « j'aime ça, je n'aime pas ça » sans craindre le jugement. C'est pouvoir te tromper sans te cacher, briller sans demander la permission et te retirer sans donner d'explication. Les personnes authentiques projettent du respect, non pas parce qu'elles l'exigent, mais parce que leur énergie l'impose. Elles n'ont pas besoin de convaincre, elles n'ont pas besoin d'embellir, elles sont tout simplement. Et cette cohérence attire plus que tout effort pour impressionner. En pratique, arrêter d'essayer d'impressionner signifie faire moins et être plus. C'est écouter sans penser à ce que tu répondras pour paraître intelligent. C'est parler calmement, sans te presser pour te démarquer. C'est t'habiller, te déplacer et t'exprimer sans l'intention de provoquer l'admiration. C'est te permettre d'être humain, pas un personnage. Le monde est plein de personnes épuisées de faire semblant. Si tu choisis de ne pas le faire, tu te distingues déjà des autres. Ton authenticité devient un acte de résistance face à la superficialité. L'honnêteté, en ces temps de masque, devient un luxe que peu ont le courage de montrer. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, tes relations deviennent plus authentiques, ton esprit plus tranquille et ta présence plus forte. Personne ne peut rivaliser avec celui qui ne cherche pas à rivaliser. Tu cesses d'être une copie pour devenir une référence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.